Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Vis-à-vis. Merci de nous rejoindre aujourd'hui sur le plateau de Solidarité. L'humanisme est une position philosophique, je cite le Larousse, qui place l'homme et les valeurs humaines au-dessus du reste. Libre à chacun, au cours de son existence, bien de faire sienne cette éthique et de l'intégrer à sa convenance dans ses choix de vie. Parmi ces choix, il y a celui du sport, dans toute l'étendue de ses disciplines, de ses pratiques, de ses formes d'expression intenses ou occasionnelles, en solo ou en équipe. Le sport est un monde à part qui, par le biais de la performance physique, unit l'éclat de la victoire et du courage à l'âpreté du combat et de la difficulté. Comprendre que l'un ne va pas sans l'autre, c'est accomplir un grand pas dans son évolution personnelle. Un enfant qui grandit avec le sport est un enfant qui grandit mieux et qui intègre dès son plus jeune âge la vertu de l'effort, de l'affrontement, du respect de soi, du respect de l'autre, mais aussi le goût du plaisir mérité lorsque vient la pause. Un sportif en activité peut émailler sa trajectoire de belles actions humanitaires et solidaires. Un champion retraité transmet à son tour le flambeau lorsqu'il choisit d'encadrer les générations futures. C'est à cette dimension humaniste du sport et à cet investissement humaniste des sportifs de haut niveau que j'ai choisi de consacrer l'émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'accueille de très belles et grandes figures du sport en France. Tout d'abord, Marc Évremont, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien international de rugby, surtout sélectionneur, entraîneur du 15 de France. Vous avez remplacé Bernard Laporte, voilà. Ça remonte au 24 octobre. Bon. Et vous nous faites vraiment l'honneur d'être avec nous aujourd'hui parce que demain il va se passer quelque chose d'important. Demain, mardi 22, c'est votre première sélection pour le tournoi Destination. Comment on se sent comme ça la veille d'un premier grand rendez-vous avec la nation peut-être? Un petit peu tendu parce que c'est vrai que faire des choix et les assumer par la suite, c'est jamais évident. On sait on essaie de faire des choix le plus objectif possible sur des critères purement sportifs, mais il y a toujours une part de subjectivité quelque part qui est moins défendable, moins palpable et donc c'est pas évident. Qui vous appartient en fait. Oui, puis en plus il y a quand même beaucoup de très bons joueurs français, donc faire une liste de 22 joueurs, c'est pas simple. Il y en a qui seront contents, il y en a qui vont râler, c'est la loi du sport. Ouais, il y aura beaucoup de déçus et puis des déceptions légitimes en plus certainement. Et le tournoi qui commence le 3 février en Écosse, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, quelques mots sur votre palmarès. Champion de France en 98 avec le Stade français, vainqueur du tournoi des 5 nations la même année, c'est ça, 98, vice-champion du monde en 99, 25 sélections en équipe de France. Combien d'essais marqués? Moi j'ai 5. Oui, c'est possible, voilà, pas bon. beaucoup. Alors, votre parcours passe aussi par une histoire de famille exceptionnelle composée d'une fratrie surdouée en rugby. Vous avez encore 2 frères internationaux, Mathieu, Thomas qui était chez nous au mois de juin. On a été ravis de l'accueillir. Une sœur rugbywoman d'ailleurs aussi. C'est vrai, ex. Voilà, voilà. Handballeuse maintenant, mère de famille, donc après sa retraite rugbystique quand même. Et vous êtes combien de frères et sœurs au total? Je suis né d'une famille de 8 enfants en fait. Et tout le monde a fait du rugby? 7 garçons et une fille. Et tout le monde a fait du rugby, même ma sœur donc. Ouais. Ah oui, c'est la seule fille de la famille en plus? Ouais, c'est ça. D'accord, bon, elle ne pouvait pas y couper de toute façon. Donc vos frères qui jouent à l'US Dax, c'est votre ancien club en tant qu'entraîneur. Vous vouliez vous retrouver tous les 3 cet été, puis voilà. Ça n'a pas marché. La vie a fait, oui, mais pour la bonne cause peut-être quand même. Oui, si on veut. Alors vous avez particulièrement été sensibilisé au social et à l'humain depuis votre enfance. Votre papa était éducateur spécialisé auprès des enfants handicapés. Il a participé au rugby adapté aussi. Oui, il a fait du sport adapté, beaucoup de sport en plein air, de montagne notamment. Donc, très tôt, on a nous-mêmes encadré des stages comme ça. C'était les adultes le plus souvent, adultes, enfants aussi, handicapés mentaux adultes. Et donc c'est vrai que je pense que ça a été constructeur quelque part, parce que quelque part le respect de la différence, on a moins peur des autres et c'était très très bien. Et enfin, avec vos frères et sœurs, vous êtes depuis quelques années parrain de la fondation MVE, Mouvement Village d'Enfants, qui permet donc dans des villages le regroupement d'enfants, de fratries d'enfants orphelins ou en situation fragile, familiale, de fait, séparés de leurs parents. La Fondation a choisi de se rapprocher du rugby parce qu'elle considère, donc je cite ce qui est écrit, que le rugby est un sport porteur de valeurs proches de celles que nous transmettons aux enfants qui nous sont confiés, le partage, la solidarité, l'entraide, le soutien, la persévérance, l'abnégation. Et grâce à vous et à vos proches, ainsi qu'à Serge Blanco, qu'il faut saluer, président de la Ligue nationale de rugby, il s'est beaucoup aussi investi auprès de la Fondation MVE, eh bien vous avez permis à ces enfants d'aller participer, d'aller assister à des entraînements, à des matchs, de se rapprocher finalement des grands spécialistes, des grands pros du rugby. Et ça, c'est vraiment une très belle chose. Et vous avez également fait des actions ponctuelles rémunératrices, dont une, dont on verra à la fin de l'émission, un clip.
qui est très marrante, qui réunit plein d'internationaux de rugby, qui s'appelle Grandir Ensemble, dont les bénéfices sont reversés à la Fondation. Voilà. Merci vraiment beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Marc. Stéphane Roche, bonjour. Bonjour. Stéphane, alors vous êtes ancien champion cycliste, vainqueur du Tour de France en 87, donc palmarès extraordinaire. 87, c'est quand même l'année où vous avez tout gagné, Tour de France, Tour d'Italie, champion du monde de cyclisme sur route aussi également. Comment on arrive à faire 3 trucs aussi? C'est qu'on est poussé par un même élan qui dure toute l'année? Non, c'était une année super où toutes les choses sont réunies pour faire qu'on a gagné. Le climat, les conditions physiques, le moral, l'équipe, tout était fait pour que ce soit une bonne année. Et puis alors, gagner le Tour de France, ça doit être le truc le plus difficile à gagner quand on est sportif quand même. C'est vrai, c'est l'événement dans le vélo qui est le plus difficile, où tous les meilleurs coureurs du monde qui sont réunis pour les 3 semaines. En plus, c'est un parcours très difficile. Donc c'est vrai, il faut être là tous les jours. On ne gagne pas le Tour de France un jour, mais par contre, on peut le perdre sur une journée. Donc c'est vrai, c'est très difficile. Ouais. Et on s'entraîne combien de temps avant? Toute l'année précédente? En fait, c'est une accumulation des années de vélo, parce que bon, moi j'ai gagné le Tour de France à 27 ans. J'avais fait 6 ans de professionnel déjà, mais on fait en moyenne 37 à 40 000 km par an. D'accord. Donc il y en a qui gagnent le Tour de France à 23, 24 ans. Mais bon, moi j'ai gagné 27 ans, mais c'est une accumulation de choses, c'est l'expérience, on est en pleine maturité à 27 ans, donc j'ai gagné à 27, donc après 5 ans de pro. Alors vous avez participé aussi à l'action de nombreuses associations investies dans la protection de l'enfance, notamment dans votre pays d'origine, l'Irlande. Et aussi vous êtes effectivement quand même connu pour votre grande humanité, votre grande gentillesse. Ça fait partie un peu de votre façon de vivre. C'est grâce aussi au vélo que vous avez pu développer de vraies qualités humaines, ce que vous m'avez dit, une vraie réflexion sur le monde qui nous entoure. Déjà parce que vous m'avez expliqué que sur un vélo, eh bien, on passe son temps à réfléchir. Il y a quand même une dimension intello qu'on n'imagine pas sur un vélo, et pourtant si. C'est vrai, même souvent les gens me disent, mais Stéphane, tu fais le même parcours tous les jours, c'est pas ennuyant, c'est pas, il faut qu'on passe 1 fois, 2 fois, 5 fois, on n'a pas envie de faire d'autres parcours. Et en fait, on voit rarement le parcours parce qu'on est toujours, l'esprit est toujours autre part. C'est-à-dire qu'on arrive à se déconnecter un peu de la compétition, même pendant une compétition, parce que ça dure assez longtemps, c'est des heures et des heures. La compétition, en fait, il faut être toujours dans la course, mais si votre esprit est tout le temps dans la course, après on est bloqué. Donc quelque part, il faut avoir un petit moment, de s'évader un petit peu, en attendant que les vraies choses se passent, et puis être présent à un moment donné que les vraies bagarres ça se déclenche. Mais l'esprit, on est toujours dans la course, mais aussi une partie de nous dans notre vie de famille, dans nos affaires, on est toujours un petit peu à côté. Ça va permettre de faire passer le temps plus vite aussi. Puis dans les entraînements, on fait quand même beaucoup de kilomètres d'entraînement. Donc c'est le temps quand on fait l'entraînement que en fait l'esprit se vagabonde un peu, puis on cherche à régler, enfin on cherche pas, mais d'un coup les grands problèmes dans la vie deviennent tout petits parce qu'on est on dit, mince, pourquoi je n'ai pas pensé ça avant? Et puis c'est le fait d'être libre sur son vélo dans la nature qu'en fait on se libère. Oui, il y a une véritable liberté dans la contrainte justement de la compétition. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Muriel Hermine, bonjour, ancienne championne de natation synchronisée, présidente de l'association J'ai un rêve, c'est toute votre vie en ce moment. Votre palmarès, j'ai 12 fois championne de France, 4 fois championne d'Europe, médaille de bronze en solo championnat du monde à Madrid, et puis vous avez fait 4e, je crois, au JO de Séoul, c'est ça, c'est en 88. Alors, c'était splendide, c'était le moment où on commençait à connaître la natation synchronisée. Ça fait rêver, vous créez une association qui s'appelle J'ai un rêve, et vous-même vous avez apporté beaucoup de rêves, donc vous aussi on n'imagine même pas ce que ça doit représenter d'heures d'entraînement pour arriver à des résultats comme ça. Pour arriver sur un podium mondial ou olympique, il faut s'entraîner 7 heures par jour. D'accord. Donc ça devient un métier, un métier mais non rémunéré puisque c'est un sport amateur. Mais c'est vrai que c'est un sport très exigeant. L'eau est un univers qui n'est pas propice à l'homme à la base, qu'il faut donc s'accaparer, dompter en quelque sorte. C'est beaucoup de travail. Et alors, vous avez poursuivi votre carrière de sportif par une carrière d'artiste. Oui, tout à fait. Vous avez mis en scène des ballets nautiques magnifiques, et puis comme auteur, metteur en scène, et en particulier auprès des enfants. Alors vous avez créé cette magnifique association J'ai un rêve, dont on a évidemment déjà parlé plusieurs fois dans Solidarité, grâce à laquelle vous proposez à des collèges situés en zone d'éducation prioritaire pour les classes de 4e et de 3e, et bien un programme sur 2 ans, oui, tout à fait. avec la mise au point d'un spectacle la première année pendant la classe de 4e. C'est ça. Vous allez le jouer ensuite en Afrique auprès des enfants
sénégalais. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de connexions qui se passent, la réflexion, tous azimuts, sur la notion de solidarité, de courage, d'effort. On verra que ce sont les valeurs qui sont importantes un petit peu plus tard. Et puis aussi, pour financer l'association, vous recevez l'aide aussi de nombreuses fondations d'entreprises. Il faut les saluer. Qui sont-elles? Sans elles, on n'existerions pas. Citons-les, parce que... Bien sûr, tout à fait. Nous avons la fondation RATP, nous avons SFR, Société Générale, Suez, donc des très très grandes, très belles fondations qui nous ont rejoints cette année, parce qu'il y a un an déjà, nous étions beaucoup financés par l'institutionnel et nous nous sommes rendus compte que les caisses de l'État étaient vides et que si rapidement nous ne trouvions pas de solution, nous allions disparaître. Donc nous sommes tournés vers le monde des fondations privées et à partir de là, nous avons vraiment reçu un écho très favorable. Et puis alors, vous avez sorti un objet superbe, c'est un livre au moment des fêtes qui s'appelle Kylian et le mystère du soleil. Oui. Si on le verra donc en image à l'écran, c'est une très belle histoire avec des illustrations magnifiques. Oui, sur le courage et la confiance, pour aider les enfants à trouver le courage d'affronter le monde qui les entoure aujourd'hui. Et je me suis beaucoup inspirée du travail que nous faisons sur le terrain. Voilà. Donc on verra aussi que bon, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'accès au sport. Donc vous encadrez ces enfants en difficulté par l'expression artistique, mais bien sûr vous leur proposez du sport. Oui. Vous avez fait plein de trucs avec les rugbyman d'ailleurs. Oui. Vous les avez emmenés voir des matchs, des entraînements et tout ça. Bon, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Muriel. On est vraiment heureux de vous avoir. Christelle Pascal, bonjour. Ancienne championne de ski alpin slalom, donc vice-championne du monde de slalom en 2001, médaille de bronze par équipe au championnat du monde en 2005, meilleur classement au général de la Coupe du Monde, c'était 12e en 2000, donc vous êtes grande championne accomplie. Et vous êtes la marraine de l'association Étoile des Neiges qui permet à des enfants atteints de la mucoviscidose de skier tout simplement, de partir découvrir. Alors qu'on pourrait imaginer qu'il y a une incompatibilité entre l'altitude, les problèmes respiratoires et le ski, ben non, pas du tout. Justement, on essaye au travers du sport et du ski de leur faire découvrir nos activités, de leur apprendre un petit peu tout ce qui est respiration, tout ce qui est sport, et c'est pas du tout incompatible comme on peut le penser avec la maladie. Au contraire, ça peut les aider énormément. Alors, bureau prestigieux quand même de cette association, que des filles pratiquement, hein. Bon, c'est comme ça. Toutes skieuses, hein. Marianne Bréchu, équipe de France de ski 94-2000, vice-championne du monde de freeride 2001. Élodie Delaunay, vainqueur de la Coupe du monde de snowboard. Sylviane Berthaud, vainqueur de la Coupe du monde de ski en 2002, équipe suisse de ski alpin. Vous avez un conseil de champion, de championne, encore une fois, avec Florence Masnada, médaillée aux Jeux Olympiques de ski alpin. Isabelle Blanc, championne olympique, championne du monde de snowboard. Laure Pequeño, votre copine, vice-championne olympique de slalom en 2002, bon, et vous-même, voilà. Donc c'est extra, vous arrivez à vraiment garder du temps chacune pour vous impliquer dans l'association. Oui, on s'est vraiment toutes soudées autour de Marianne Bréchu, qui est un peu la fondatrice de l'association. C'est ça qui a Élodie, la meilleure amie de Marianne, en fait, avec sa cousine atteinte de mucoviscidose. Elle est malheureusement disparue aujourd'hui. C'est vraiment grâce à elle qu'on a monté cette association. Et on essaye vraiment d'accompagner les enfants et de leur faire découvrir tout ce qu'on peut vivre, tout ce qui nous paraît naturel à nous, et eux sont complètement émerveillés de venir en stage avec nous. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Christelle, parce que vous venez juste d'arriver de vos montagnes. Oui. Donc c'est sympa. Merci d'être là. Évoquer la dimension humaniste du sport, c'était évoquer bien sûr ses valeurs de solidarité, de partage, de respect, de courage. Des mots et des notions accessibles à tout le monde, bien sûr, mais qui prennent une tonalité particulière lorsque ce sont les sportifs de haut niveau eux-mêmes qui en parlent, ces anciens champions grand cœur. C'est l'objet de la première partie de cette émission. Marc-Yves, vraiment première question qu'on se pose quand même tous, nous, communs des mortels, normaux, c'est-à-dire pas exceptionnels. Est-ce que le sportif de haut niveau est un être humain comme les autres? C'est difficile. Ça sous-entend que je serais... Oui, est-ce qu'il y a une façon particulière peut-être d'appréhender la vie, les difficultés, les joies? Je sais pas, moi j'ai l'impression quand même que... Enfin, le rugby en tout cas c'est un sport collectif, c'est un sport de balle. Et le premier moteur c'est quand même le plaisir au départ, et le jeu d'une certaine manière. Après, c'est vrai qu'il faut certainement une énergie, moi j'ai appris à détester perdre d'une certaine manière, même s'il faut l'accepter. Et on parle souvent aussi de se faire mal. Alors là, les sportifs collectifs, les sports individuels, pardon, et notamment le vélo, je suis très admiratif, hein, ou la natation, passer 7-8 heures. C'est vrai que en rugby, vous avez des nions partout. Ouais, mais c'est pas la même douleur, c'est une douleur qui est brève, et puis qui est liée au jeu quand même avant tout, hein, même si c'est un sport de combat.
Voilà. Après, il faut une vraie énergie aussi. Oui, détester perdre, c'est vrai que c'est... Alors, est-ce que vous avez le sentiment qu'en étant passé depuis que vous êtes très jeune par la pratique d'un sport intensivement, ça vous a changé en tant qu'adulte? Vous n'auriez peut-être pas été le même si vous n'étiez pas passé par ce parcours, au niveau justement de la gestion des émotions fortes de la vie, négatives ou positives, ou peut-être de l'esprit d'équipe, de l'ouverture aux autres? Je sais pas. Je sais pas. Non, encore une fois, le plaisir, et puis c'est les étapes arrivent tout naturellement. On apprend à jouer au plus haut niveau, à gagner, à jouer pour son pays. Mais je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai eu la sensation très nette quand j'ai arrêté ma carrière de joueur, de quitter le monde de l'enfance et de l'insouciance. Donc c'est surtout ça que je retiens quelque part. Je trouve qu'on est des privilégiés, surtout quand on a la chance de devenir professionnel, quelque part de vivre de sa passion. Donc c'est surtout vraiment, voilà, c'est ça que je retiens. Vous avez commencé à quel âge? À 5 ans et demi. C'est le bon âge pour commencer? Bah, c'est l'âge limite, hein, plutôt, ça c'est compliqué. Ouais, 5 ans et demi, 6 ans, et j'ai arrêté donc à 33, 34 ans. Et comment, à partir de quand on se dit, j'ai quand même envie que ce soit ça mon métier, quels sont les indicateurs qui vous disent que vous êtes peut-être sur cette voie-là de façon extrêmement sérieuse et définitive quelque part? Ben, ça dépend des tempéraments, j'imagine. Moi, j'ai jamais eu ce type d'ambition quelque part. Hein. C'est venu tout seul? Voilà, je dirais que j'ai pas fait exprès, quoi, quelque part. Je jouais, je m'épanouissais dans mon collectif, dans mon équipe, avec mes partenaires. Et puis, j'ai eu la chance d'être sélectionné au départ. Je n'y croyais pas. J'ai jamais eu vraiment ce type d'ambition. Et même aujourd'hui, quand on m'a proposé de prendre l'équipe de France, j'ai été tout surpris. Je ne me suis jamais construit comme ça. Les choses sont venues un petit peu naturellement, un petit peu facilement, certainement. Voilà, même je me souviens la première fois où j'ai eu mon premier salaire parce que j'ai connu le rugby amateur et puis le rugby est passé professionnel en 96, donc j'ai connu les deux rugby. J'étais tout surpris de recevoir mon premier chèque. Je dis mais c'est ma passion, je prends du plaisir et en plus vous me donnez de l'argent. Enfin, j'avais ce rapport assez naïf à mon sport et je crois que c'est bien de le conserver aujourd'hui encore. Ça me gêne toujours quand on parle un peu d'état d'esprit professionnel, de faute professionnelle, parce que je crois qu'il faut, le moteur ça va être avant tout la passion. Je sais pas, dans profession il y a d'une certaine manière, on y met le savoir-faire, des compétences. Ça peut occulter peut-être les difficultés quand même la difficulté avec un grand D, parce que c'est pas anodin de pratiquer le sport de façon intensive, et ça c'est peut-être valable pour tous les sports. La joie, le plaisir, la passion du sport, du jeu, comme vous dites, finalement c'est ce qui domine, c'est ce qui fait qu'on continue, qu'on arrive même à affronter des situations parfois très difficiles. Oui, moi ça a été mon moteur, mais bon, je parle à titre personnel et je trouve que bon, je suis un privilégié parce qu'il y a beaucoup de gens qui auraient aimé certainement avoir mon parcours. Qui n'ont pas eu cette chance, qui ont certainement fait autant d'efforts que moi. Encore une fois, moi j'ai plutôt été animé par un esprit ludique. Bon, il y a eu des contraintes, c'est vrai, mais voilà. Puis je parlais de ce sport avec de la passion, parce que par rapport à la profession, quand elle est passionnée, on y met plus, encore une fois, que les compétences. On y met aussi, on y met tout son cœur, on y met tout son courage, on y met ses tripes, et donc c'est surtout ça qui est important. Ouais. La baseline de la Fédération française de rugby, c'est rugby école de la vie. Pourquoi est-ce que ça peut être une école de la vie, le rugby, à partir du moment où on la pratique pendant toute la période où on se forme, on se construit, c'est-à-dire la petite enfance? Quelles sont les valeurs phares qu'on va acquérir? Parce que c'est constructeur, parce que déjà les valeurs du rugby sont celles pour moi des valeurs un peu humanistes, enfin, nous on s'y est retrouvés en tant que famille nombreuse, déjà par rapport à la dépense énergétique, hein, ça comptait quand même, mais aussi par rapport aux valeurs du rugby traditionnel telles que la solidarité, l'entraide, l'altruisme. Après c'est beaucoup de valeurs reprises par d'autres sports, hein, l'altruisme, donc le goût de l'effort, le goût de se faire mal. Voilà. On dit que vraiment pour réussir une action en rugby, c'est vraiment une équipe jusqu'au bout, quoi. C'est une action collective jusqu'au bout. Alors peut-être par rapport au football, le football on peut aller marquer un but un peu tout seul. Vous êtes d'accord avec ça, que c'est véritablement le sport d'équipe complet jusqu'au bout, jusqu'à la réussite, jusqu'à l'essai marqué? Oui, il y a des exploits individuels aussi en rugby, hein, mais ce qui me plaît en rugby, c'est aussi les différences de tempérament, de physique aussi. Il y a vraiment des gens extrêmement différents entre un pilier et un trois carrel, physiquement, humainement aussi. Et je crois que ce qui fait la richesse d'un collectif, d'une équipe de rugby, c'est vraiment justement ces différences. Donc à l'échelle d'un peu de notre société, c'est aussi quelque part un bon exemple, parce que
le collectif se nourrit de ces différences, il faut les accepter, et quelque part le collectif rend à ces individus et ces particularités ça. Bon, après il faut quand même un cadre commun au niveau des valeurs, au niveau des règles, mais il y a des personnalités qui peuvent s'exprimer aussi, c'est ça qui est important. Je trouve aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est ce qui fait grandir un collectif, quoi. On n'a pas besoin de 15 soldats bêtement disciplinés, c'est souvent aussi, puis dans la vie, c'est comme dans la vie, on se trompe aussi, on fait des erreurs, parce que moi je préfère des joueurs à la limite qui ont plus de tempérament, il vaut mieux toujours plus que pas assez ou que moins en tout cas, au moins on peut freiner, on peut... Mais voilà. Et quand vous avez à composer une sélection, qui pour l'instant vous appartient à vous tout seul, que vous dévoilerez demain, notamment pour le tournoi Destination, est-ce que vous tenez compte du talent, mais aussi de l'harmonisation des personnalités de tous les individus qui vont être sélectionnés au sein d'une équipe? Oui, c'est ça, ouais. Faut qu'ils s'entendent bien, quoi. Exactement, il y a une sorte d'équilibre, donc un équilibre purement rugbystique en termes de qualité, mais après il y a aussi un équilibre affectif, on va dire. Et bon, en équipe de France, c'est un petit peu nouveau, on connaît moins les joueurs, donc ça se construit. Mais en club, c'est un peu ça, comme quelque part... Je suis souvent un petit peu je veille en tout cas à ce que mon collectif évolue de façon harmonieuse. Je veille à ce qu'il y ait une sorte d'harmonie. Donc on essaie d'anticiper les problèmes, de provoquer des entretiens. C'est une alchimie difficile et passionnante à la fois. Ouais, ah bah oui, c'est peut-être ça qui fait que la sélection c'est pas uniquement comptable, quoi. C'est aussi quelque chose d'humain. Stéphane Roche, lorsque Marc Évremont dit que c'est la passion du jeu qui a dominé, on peut imaginer que c'est pas forcément pareil pour le cyclisme, où il y a véritablement une difficulté extrême, c'est l'endurance, un effort particulier à fournir sur le plan physique déjà. Vous avez aussi ressenti, depuis que vous étiez très petit, ce plaisir du jeu, même dans un sport comme le cyclisme? Je pense que c'est, comme dit Marc, la première chose, c'est le jeu. Il faut que ce soit d'abord un hobby, il faut que ce soit un jeu, il faut que ce soit pour le fun. Et puis après, peu à peu, on se retrouve bêtement devant une carrière professionnelle, si ça doit arriver. Parce que même quand j'ai fini ma carrière, après avoir fait 13 ans de carrière et peut-être 20 ans de vélo, je cherchais à faire autre chose en me disant que le vélo maintenant m'a tout apporté. Qu'est-ce que je peux faire de plus dans le vélo? Et en fait, je me suis retrouvé un dimanche à reprendre mon vélo, aller faire un tour en me disant qu'en fait, pourquoi chercher? Mon sport, mon hobby, mon plaisir, c'est fait le vélo. Et je pense que dans les moments difficiles de ma carrière, quand j'ai eu les moments bas, par exemple, le fait que c'était d'abord mon hobby m'a permis de retrouver le moral et la motivation pour revenir encore au sommet. Vous avez commencé à quel âge, le vélo? Est-ce qu'on est obligé de commencer tout petit aussi? Oui, moi, je commençais à 12 ans, 12-13 ans. En fait, j'ai monté sur mon âge parce qu'il fallait avoir 13 ans pour entrer en club. C'était au mois de juillet. Là, vous étiez en Irlande. Voilà, j'avais 12 ans, j'allais avoir 13 ans au mois de novembre. J'avais dit que j'avais 13 ans, juste pour accéder au club. Et puis, en fait, j'ai commencé comme ça. Et cette fibre, justement, est-ce qu'on arrive vers cette passion, on arrive à la conserver, même si à 12-13 ans, on est quand même un âge où on a d'autres centres d'intérêt, on se construit aussi au monde extérieur. Comment est-ce qu'on fait pour dealer avec tout ça? Je pense que c'est la passion, en fait, parce que moi, je fais mes études jusqu'au bac. Et ensuite, j'avais un choix. J'avais un entraîneur français qui est venu en Irlande pour coacher l'équipe nationale. Il m'a vu faire des vélos. Il m'a dit, mais Stéphane, tu devrais aller en France tenter de faire carrière. Donc je dis, bof. En France, c'est des costauds, c'est des mecs qui sont très forts. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire là-bas? Non, Stéphane, tu dois y aller. Et je me suis qualifié pour les JO de Moscou en 80. Et après, je me suis retrouvé avec un contrat professionnel en France. Et puis voilà, les choses sont évoluées par la suite. Mais je pense que la passion est quelque chose de très fort. Tu vois, mon fils, il fait des vélos maintenant en professionnel. Et lui, il faisait du football, le rugby, très fort en rugby aussi. Et puis course à pied. Et puis un jour, il a commencé à faire un peu de vélo. Il faisait du vélo au football. Il a eu un problème au genou à cause d'un tacle assez violent. Il a fini par faire du vélo. Et puis maintenant, il est professionnel. Mais je ne vais jamais dire à mon fils, Nicolas, tu dois faire du vélo parce que papa a fait, parce que c'est un beau sport. Je laissais le choix libre à lui-même de trouver son propre chemin. J'étais chauffeur pour l'emmener au football, au rugby, aux courses à pied. Et en fait, pour finir, il a fini à faire des vélos. Il y a peut-être un atavisme remarqué à force de voir le sport se reproduire comme d'autres métiers de père en fils. Mais
On parlait justement de quand même cette endurance, cette difficulté. Est-ce que le fait d'avoir été rompu à cette difficulté extrême, ça peut vous aider à supporter les moments difficiles de l'existence en tant qu'adulte? Vous avez un petit garçon par exemple en ce moment qui est très malade, qui est hospitalisé depuis plusieurs mois. Vous avez le sentiment quand même que vous avez une rigueur de vie qui vous a été enseignée grâce au cyclisme, qui vous aide peut-être à tenir le coup un peu mieux? Certainement. Je pense que quelque part on est né avec quelque chose qui nous aide à battre, ce qui nous aide à motiver pour des événements. Et c'est vrai que maintenant, ça fait 4 mois maintenant, Florian est malade. Et puis c'est vrai que parfois on voit tous les traitements qu'on lui fait. Parfois ça fait très difficile à supporter pour lui, mais pour nous qui regardent, c'est pas évident. Et je suis certain la carrière sportive nous faut me permettre de rester avec lui et puis lui motiver comme pas possible et puis oui, de sortir du vainqueur, voilà, de sortir de là, fermer la porte et puis commencer à lâcher parce que c'est très difficile. Et puis le lendemain je reviens et c'est reparti. Bon. Mais parce qu'on pense que ces enfants qui ont besoin de côté positif, ils ont besoin de soutien. On ne peut pas les aider médicalement nous-mêmes parce qu'on n'est pas médecin. Mais par contre, tout ce qu'on peut leur donner, c'est le courage, c'est la motivation, c'est le moral pour les aider à passer cette étape. Là, on est vraiment dans la transmission. Muriel, alors Muriel Hermine, vous aussi, c'est une discipline qui nous paraît totalement impossible à faire, c'est la natation synchronisée, donc c'est la perfection qui est au rendez-vous quand même, qui est attendue. Oui, donc pareil, vous, quels ont peut-être été les leviers qui vous ont aidé à vous construire et que vous avez pu vous approprier et mettre à profit dans votre vie d'adulte, quand vous aviez à faire cette formation si difficile? Déjà, c'est un sport qui me collait très très bien, parce qu'enfant, j'étais très timide, donc communiquer avec les autres était pour moi vraiment un gros problème. Et finalement, quand j'étais dans l'eau, au milieu du bassin, personne ne venait m'agresser ni m'atteindre. J'étais vraiment protégée du monde extérieur et finalement à travers cette protection, j'ai eu envie de m'épanouir, de montrer que j'étais capable de faire des choses dans la vie, d'exister tout simplement. Et pour moi, le sport est devenu un combat sur moi, sur mes limites, sur mes peurs d'enfant aussi. Et en revanche, moi, je sais que je dois tout au sport parce que c'est une école extraordinaire. Et aujourd'hui, je ne serais pas et je ne pourrais pas faire ce que je fais si je n'avais pas eu le sport comme chemin de vie, tout simplement. Oui. Alors justement, un des mots fondamentaux de votre démarche et de votre état d'esprit, c'est le courage. Donc c'est ça que vous avez appris et c'est ça que vous essayez de transmettre aux enfants en difficulté, donc grosses difficultés familiales, scolaires, etc., auxquelles dont vous vous occupez toute l'année. C'est ça aussi? Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, le sport permet on apprend à gagner, mais c'est très facile de gagner dans la vie. Ça, tout le monde est capable. Ça apprend à perdre et dans la défaite, à se remettre en question, à se relever pour repartir et continuer. Et ça, c'est fondamental. Ça m'a appris le travail. Quand on a un objectif qu'on se fixe, eh bien, il y a tout un travail pour l'atteindre. Donc, cette conscience-là du travail, du courage, du respect des engagements que vous prenez vous, mais des engagements également que les gens prennent autour de vous pour vous accompagner. Aussi. Voilà. Qui fait que tout ça, ce sont des valeurs dont j'ai pris conscience et qui manquent cruellement aux enfants des banlieues dont nous nous occupons, qui sont en manque de repères, qui n'ont pas le courage de se battre, qui ne croient plus en rien. Ils ne croient pas en eux, ils n'attendent rien de la vie. C'est-à-dire que vous les prenez comme ça en friche, quoi. Tout est à construire, notamment un âge, encore une fois, c'est l'adolescence, où on a commencé à se projeter dans son avenir, quoi. Mais on les prend en 4e, donc à un moment donné où ce sont des enfants qui sont sur le fil du rasoir et qui peuvent basculer d'un côté ou de l'autre. Et notre objectif, c'est d'utiliser le sport et la culture comme outil pédagogique au sein des collèges. Et finalement de les suivre pendant 2 ans, toutes les semaines, et d'arriver à leur inculquer justement cette confiance en eux qui leur manque tant, des repères que la famille ne donne pas forcément ou très peu souvent, et qu'ils comprennent que finalement leur vie, elle leur appartient et elle sera ce qu'ils en feront. D'accord. À partir de là, on les accompagne au quotidien, longtemps, 2 ans c'est long quand même pour chaque enfant, mais on obtient des résultats scolaires et comportementaux extraordinaires. Alors Christelle Pascal, même question qu'à vos collègues sur ce plateau. Voilà, qu'est-ce que vous retenez de ces années de formation, de ski intensif vous aussi, et avec peut-être aussi une
une notion humaine un petit peu plus axée sur peut-être la gestion de l'appréhension, une valeur humaine, il y a quelque chose, parce que le ski, c'est un sport quand même plus dangereux que les autres. On peut se tomber, on peut se faire mal, on l'a vu dimanche, il y a un skieur à Kitzbühel qui est tombé dans l'aire d'arrivée. Voilà, qu'est-ce qu'on apprend sur soi tout petit et qu'on conserve lorsqu'on est adulte? Moi, pour ma part, le ski, je suis tombée dedans à 2 ans et demi. Je suis née en station, donc c'était vraiment l'activité principale. On m'a mis dedans et un petit peu à l'image de Marc, je me suis pas trop posé de questions. J'ai fait du ski et machinalement, j'ai franchi toutes les étapes. Ce que je retiens de 14 années d'équipe de France féminine, c'est à souligner parce que c'est pas simple, des filles entre elles, c'est quand même un caractère bien solide, bien trempé, parce que pour parvenir à sortir de là-dedans, il faut quand même avoir un petit peu d'assurance et de confiance en soi, sinon on se laisse un petit peu manger par la machine. Alors comment fait-on quand on est notamment en équipe de France, c'est-à-dire rendez-vous avec les grandes compétitions? Il y a aussi beaucoup de partage parce que vous suivez, vous êtes ensemble, l'équipe entière d'une station à l'autre pendant toute la saison de ski, et en même temps sur la piste vous êtes compétitrice, ça y est, d'un seul coup. Comment est-ce qu'on peut gérer ça et retourner le soir dans la chambre avec sa bonne copine avec qui on s'est dit je préfère qu'elle perde si moi je dois gagner? Comment on fait pour gérer ça? Peut-être pas, on n'en est pas peut-être à ces paroles, mais c'est vrai que c'est très difficile parce que le ski, déjà, c'est pas que l'hiver comme on le croit, on skie également l'été. On est pratiquement 300 jours par an ensemble. On doit vivre ensemble, on doit cohabiter avec les copines et on fait un sport individuel, on fait pas un sport collectif, donc c'est ça le plus dur à gérer. On a les mêmes entraîneurs. On est en équipe pour un sport individuel. Voilà, on a la même chose pour tout le monde, on n'est vraiment pas comme un sport individuel. Et par contre, au départ, c'est vrai qu'on est toute seule et qu'on a envie de bouffer la copine comme les étrangères, comme tout le monde, on a envie d'être la meilleure. Donc c'est pas facile à vivre. C'est comme on voit à l'Open d'Australie, les 2 Français, boum, il y en a un qui est obligé de gagner par rapport à l'autre alors qu'ils sont très potes. Oui, c'est la vie. Mais c'est un peu la loi du sport, c'est comme ça. En même temps, on a choisi ce sport. On sait que c'est pas un sport collectif, donc voilà, le caractère est forgé par ces expériences-là. Investissement humaniste et sportif de haut niveau. On continue cette discussion dans un instant, juste après une petite page de pub. On est obligé. Eh oui. C'est parce que les volailles Le Gaulois sont 100% françaises que les cordons bleus Le Gaulois sont aussi savoureux. Cordon bleu Le Gaulois avec volaille 100% française. BMW série 1 avec technologie Efficient Dynamics, un plaisir toujours plus responsable. Le numéro d'une agence de voyage 118 712. 712 avec un 7 comme les cigales en vacances. 7. Et le 12, c'est le 12. 118 712. Vous répond vite et bien. Besoin d'une réserve d'argent pour financer un coup dur ou un coup de cœur? Chez Disponis, vous pouvez emprunter jusqu'à 4 500 € sans justifier vos achats. On vous dit oui ou non tout de suite et vous recevez l'argent rapidement. Appelez vite le 3213 et dites crédit. Pendant 2 mois, le TEG est à 0% et vous ne payez pas de mensualité. Avant, entre voisins, les relations étaient souvent tendues. Et puis il y a eu Apéricube. Partant des apéricubes. Chèvre, mon préféré. Vous resterez bien dîner. Je voudrais pas déranger. Mais non. Apéricube déclare l'apéritif ouvert. Découvrez Narta Bio-Efficacité, le premier déodorant à lacticutéine composé d'actifs naturellement présents dans la peau. Narta Bio-Efficacité vous protège pendant 48 heures. Véritable soin, il laisse votre peau douce et saine. Déo Narta Bio-Efficacité à lacticutéine, toute la journée, fraîcheur Narta.
Leur tenue préférée, impossible de leur enlever. C'est pourquoi les nouvelles tablettes Skip aux microcapsules actives donnent la sensation du linge fraîchement lavé toute la journée. Parce que tous les enfants ont le droit de jouer encore plus longtemps. Voilà, retour sur le plateau de Solidarité consacré aujourd'hui à l'humanisme et au sport, à l'humanisme dans le sport. Nous avons regardé quelles étaient les valeurs qui permettent justement à ces enfants futurs sportifs de haut niveau de se construire et devenir des adultes, ma foi, équilibrés, on le voit sur ce plateau. On va voir un petit peu dans la deuxième partie de cette émission de quelle façon on transmet maintenant ces valeurs, soit en encadrant des groupes humains, soit en s'investissant dans le social, dans l'action associative. Muriel, alors quels sont justement ces enseignements justement que le sport vous a enseigné, vous a apporté, qui vous ont donné un jour envie de vous investir dans le combat pour l'enfance défavorisée? Il y a eu un déclic. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie en Afrique et j'ai découvert des villages habités à 80% que par des femmes et des enfants. Et le rêve de ces enfants est de venir vivre en France. Et le rêve de leur maman est d'essayer de relancer l'économie de leur village pour garder les enfants près d'elles. Et finalement, je m'étais dit, mais comment aider ces enfants à comprendre que la vie qu'ils imaginent en France n'est pas la réalité de ce qui les attend? Et finalement, eh bien, je me suis dit, mais c'est des enfants qui, à travers le sport et la culture, pourraient venir témoigner de ce qu'est leur vie dans les quartiers difficiles. Et puis finalement, j'ai commencé à faire le tour des banlieues parisiennes, donc des enfants vraiment en grande difficulté familiale et scolaire. Et vous savez, la misère qui m'avait énormément bouleversée en Afrique, je l'ai trouvée aux portes de chez nous. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais faut-il aider les enfants à l'autre bout du monde ou ne faut-il pas commencer par ceux qui habitent là, derrière notre porte? C'est aussi chez nous en France, exactement. Ne l'oublions pas. Et finalement, je me suis rendu compte que ces enfants de nos banlieues manquait tellement de repères, tellement de respect, tellement d'amour, parce qu'aucun de nous ne peut évoluer, éclore s'il n'y a pas de l'amour, s'il n'y a pas un socle solide pour nous permettre de grandir. Et je me suis dit que finalement, tout le travail de l'ASSO, la chance que la vie m'ait donnée dans une main le sport et dans l'autre la culture, je pouvais peut-être leur passer ma passion de la vie, mon envie de croire dans ses rêves, parce que finalement ce qui m'a toujours porté moi, c'est d'avoir des rêves et de mettre en forme les choses pour les réaliser. Oui, puis alors c'est ça l'objectif de votre association, c'est d'apporter du rêve. Vous m'avez dit en préparant l'émission, qu'est-ce qu'ils aiment les enfants? Ils aiment Zidane et la Starac, donc voilà. Exactement. Ils rêvent que de ça, être de grands champions. Ultra populaire, être un champion, et puis sortir de Star Academy, etc. Mais donc vous leur avez apporté le spectacle et le sport mais à l'école. Derrière tout ça, qui ne sont que des images, ce que nous essayons surtout de leur apporter, c'est de leur expliquer comment faire pour y arriver. Ok, un grand champion, d'accord. Alors peut-être seront-ils un grand champion ou peut-être pas. C'est pas ça qui est important. C'est comment ce champion-là qu'ils admirent tant a réussi. Eh bien, il a réussi par le travail, par le courage, par l'entraînement, par la régularité, par tout un tas de fondamentaux qui nous paraissent à nos logiques sportifs, mais qui pour eux ne sont que des concepts. Et qui, bien entendu, ont une répercussion après directe sur le comportement, bien sûr, sur les résultats scolaires. Voilà. Parce que du coup, nous les suivons pendant 2 ans, mais au bout de 10 mois, nous les emmenons de travail. Nous les emmenons en Afrique avec leurs professeurs et ils vont vivre pendant 10 jours la vie d'enfants africains en allant à l'école avec eux, en découvrant la réalité d'un pays où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Quel effet ça fait de voir qu'il y a encore plus malheureux que soi d'une certaine façon? Parce que c'est vraiment parfois des situations, des détresses terribles qu'on trouve dans un pays comme le Sénégal. Ouais. Oui, mais ça les bouleverse terriblement, ça leur permet de restituer leurs valeurs. Ça les rend plus forts, vous croyez aussi un peu? Ah ben incontestablement. Ça c'est sûr qu'à leur retour, ils sont transformés. Ils comprennent que l'important dans la vie, c'est pas d'avoir la dernière paire de pompes qui sort d'une telle marque ou la casquette ou le machin. C'est que tout d'un coup de se dire ah ben je vais croiser mon copain que j'aime pas parce qu'il est musulman alors que moi je suis catholique, etc. Eh ben il est génial quand même et ça mérite que je le respecte. Alors Marc Èvremont, parlons un petit peu justement de ce que vous avez envie de transmettre maintenant en tant que grand chef d'une équipe d'humains. Qu'est-ce que vous avez, de quelle façon est-ce que vous pouvez envisager de créer la cohésion
au sein de ce groupe avec tous les paramètres quand même, des attentes de résultats, une notoriété, un rayonnement national, international. Mais vous, ça va être quoi? Vous qui avez déjà été entraîneur, quel rapport peut-être aussi avec votre ancien métier d'entraîneur de club? Ben là je suis au plus haut niveau, c'est l'équipe de France, donc il n'y a plus tellement de rôle éducatif, même si de fait il y a toujours quand même une transmission de valeurs. En tout cas, je voudrais qu'en équipe de France, que l'équipe de France continue à véhiculer, et que ce soit un petit peu la vitrine du rugby français, et donc que les joueurs soient exemplaires. On sait qu'il y a de plus en plus d'argent dans le sport professionnel et dans le rugby particulièrement. Quelque part, cet argent ne doit pas corrompre d'une certaine manière les valeurs. Donc retrouver un esprit club, retrouver les vraies raisons qui ont conduit ces joueurs à venir jouer au rugby. Après, évidemment, il y a une reconnaissance individuelle de leur talent et donc plus d'argent, des contrats publicitaires, mais en tout cas que ce soit ces valeurs, les valeurs liées au rugby qui soient mises en avant. Alors justement, comment est-ce qu'on peut préserver justement la dimension humaniste du sport dans un contexte de professionnalisation, d'argent qui arrive? Bon, c'est plus le cas pour le football évidemment, mais justement, comment est-ce qu'on peut recentrer toujours le débat et faire en sorte que le sport reste beau, même lorsqu'il est riche, avec de l'argent, avec de querelles de pouvoir, etc. Il faut être vigilant, parce que je disais, je suis entraîneur de haut niveau, mais je suis malgré tout, je me contredis un petit peu, éducateur. Et donc il faut être vigilant par rapport à éviter de tomber dans certaines dérives, la violence, l'excès d'individualisation de ce sport quelque part, faire sentir aux joueurs qu'ils ont besoin de leurs coéquipiers, encore, ils le savent en principe, d'autres dérives comme le dopage aussi, donc à nous d'être vigilants, même si on est entraîneur de niveau, faire comprendre à nos joueurs, à nos hommes que la performance n'excuse pas tout, qu'il n'y a pas un prix pour tout, et puis voilà. Et comment justement vous pensez que c'est par une de vos actions comme ça, cette démarche, qu'on peut continuer à faire vivre quand même la belle fête du rugby qui s'est vraiment exprimée, révélée au moment de la Coupe du Monde? Les Français n'étaient pas très chauds pour le rugby et d'un seul coup ça a été quelque chose de magique, bon qui s'arrêtait un peu, mais enfin ça c'est la loi du sport, un peu brutalement, mais vous croyez qu'on peut continuer sur cette lancée? Mais je crois que c'est une nécessité, donc encore une fois il faut être vigilant, mais je crois que ce qu'il y a plus... ce sport est de plus en plus populaire, on va dire. Il l'a plu, pas tellement peut-être par la qualité de son spectacle sur les terrains, ça a été une déception de ce côté-là, mais plus justement encore une fois par ces valeurs qu'il a véhiculées dans les stades, la communion qu'il y a eu entre le public et les joueurs, le respect des joueurs. Bon, c'est un sport de contact, donc c'est un sport de combat aussi, et malgré tout il y a eu énormément de fraternité, il y a eu énormément d'intensité sur les matchs. La fameuse troisième mi-temps, ils ont découvert que quand on se quitte avec une certaine chaleur, même si on a perdu contre l'équipe adverse, sûr, ce qui n'est pas forcément le cas des autres sports collectifs, des autres grands choses comme la haie d'honneur de l'équipe qui a perdu à son vainqueur, les accolades des uns et des autres, c'est assez paradoxal quelque part, hein, entre ce sport assez viril, assez violent diront certains, et en même temps des gestes de communion, de fraternité entre les joueurs d'une même équipe, mais aussi vers l'adversaire vainqueur ou perdant. Ça, c'est des valeurs qu'il faut continuer à défendre, que le rugby en tout cas représente bien. Donc je crois que c'est aussi ce qui attire aussi justement peut-être des partenaires économiques, le public. Donc il serait dommage justement de galvauder ces valeurs-là. Et ça peut perdurer, il faut y croire très fort, il n'y a pas de raison, quoi. Ah, il faut se battre pour même ça, si ça devient un sport où il y a de l'argent qui circule, c'est pas grave, quoi. Et puis je crois que même une équipe de rugby pour exister a besoin quelque part de ce ciment un petit peu affectif. C'est pas juste encore une fois une somme d'individualité, ça marche pas. Il faut de l'amitié, bon, je dirais pas de l'amour peut-être, mais en tout cas il faut quand même des sentiments assez profonds entre les joueurs. Voilà. C'était important pour vous de vous retrouver avec vos frères Mathieu et Thomas, du moins un court moment, quelques semaines à Dax, parce qu'on se dit voilà, des grands gaillards comme ça qui ont fait leur vie, père de famille, enfin bon. Et puis il y a quand même besoin que cette fratrie se ressoude encore. Qu'est-ce que ça va vous apporter d'être comme ça entre frères dans l'accomplissement de ce sport si particulier et puis de façon si prestigieuse aussi? Là c'était particulier parce que j'étais entraîneur, donc j'étais entraîneur, j'étais aussi quelque part, je participais au recrutement de mon équipe, donc
mon premier facteur quand même de recrutement, c'est d'abord la qualité du joueur. Je ne peux pas non plus dire bon, je vais me faire plaisir. Sans ça, j'aurais fait venir mes 6 frères et sœurs dans l'équipe. Bon, là, j'y perdais quelque part une cohérence sportive et de haut niveau. Mais après, évidemment, c'est un plus, on va dire. C'est un plus. Je parlais de ciment affectif. Moi, j'ai besoin d'avoir de l'affection pour mes joueurs aussi. Donc, en retour, je sais que c'est évident parce qu'on fait des choix. Quelque part, on frustre les gens ne les prenant pas. Donc, il y a de la déception, il peut y avoir de la colère. S'il y a du respect, c'est pas si mal. Donc, si on arrive à faire comprendre nos choix, c'est bien. Moi, j'ai besoin d'avoir de l'affection pour mes joueurs. Donc, quelque part, en faisant venir mes frères, c'était déjà un grand pas vers ça, quoi. Moi, j'ai de grands souvenirs, notamment en équipe de France, d'avoir joué avec mon frère. Alors, sur le terrain, bon, c'était un coéquipier comme un autre, mais en dehors, c'était toujours des moments assez particuliers. Ah oui, bien sûr. Alors, on disait, vous étiez parrain de cette association, cette fondation Mouvement Village d'Enfants. Voici un document insolite, je vous le disais, composé, réalisé par un jeune homme, Bertrand Huzel, jeune homme d'origine indonésienne, adopté à l'âge de 4 mois, qu'on voit donc dans ce clip. Il l'a composé, c'est un clip musical, avec des chanteurs tout à fait hors du commun qui ne connaissent aucune limite. Regardez. Je l'ai connu sous les coups qui te marquent la chair quand il faut rester debout. Aux côtés de mes frères, garder la tête haute, respecter l'adversaire et ne pas faire de faute. Je vois en toi l'espoir d'une amitié sans détour, que l'on doit y croire un peu plus tous les jours, un peu plus tous les jours. Je veux regarder le ciel, lui dire que je n'ai pas peur, que la victoire m'appelle, qu'elle résonne dans mon cœur, qu'elle résonne dans mon cœur. Grandir ensemble et tout partager, grandir ensemble sans jamais oublier de marcher ensemble. On va grandir ensemble, grandir ensemble et tout partager, grandir ensemble sans jamais oublier de rester ensemble. On va grandir ensemble. J'ai soigné mes blessures, suis devenu plus fort, prêt qu'à briser les murs, j'avance encore et encore. Et demain dans l'arène, ne pas baisser les bras, ne pas briser la chaîne, soudé dans le combat. Je vais penser à tous ceux qui croient en notre avenir, rendre quelqu'un heureux, voir des milliers de sourires, des milliers de sourires. On ira main dans la main, arracher la victoire, écrire sur tous les terrains une nouvelle page de l'histoire, une nouvelle page de l'histoire. Grandir ensemble et tout partager, grandir ensemble sans jamais oublier de marcher ensemble. On va grandir ensemble, grandir ensemble et tout partager, grandir ensemble sans jamais oublier de rester ensemble. On va grandir ensemble, grandir ensemble et tout partager, grandir ensemble sans jamais oublier de marcher ensemble. On va grandir ensemble, grandir ensemble et tout partager, grandir ensemble sans jamais oublier de marcher ensemble. On va grandir ensemble, grandir ensemble et tout partager, grandir ensemble. Je voudrais faire un slam pour Big Ben. C'est Barry White, d'accord. Bon, tu lui as dit qu'il était bon, ce jeune-là. La suite. Je suis pas sûr que ça m'arrange, ça. C'est trop long, là. C'est un boulet, quoi. Un peu. Il est dur, celui-là, là. De rester ensemble, on va grandir ensemble, grandir ensemble et tout partager.
When the night. Ça revient. On croit qu'on est bon, tu sais. Que résonne dans mon cœur, qu'elle résonne dans mon cœur, qu'elle résonne dans mon cœur, qu'elle résonne dans... J'en ai fait 4, Benoît, c'est pour toi. C'est dur la musique. Hein. Ouais. C'est magnifique. Marc, comment vous avez réussi à les motiver pour venir chanter? Parce qu'ils viennent de partout, pareil, des clubs dans toute la France et ailleurs. Ils ont adhéré, voilà, vous les avez sollicités. Assez facilement, puis on voit qu'ils y prennent du plaisir, on dirait une bande de gosses qui s'amusent. C'est vrai que c'est assez plaisant. Et c'est un peu cette bande de gosses aussi que vous retrouvez finalement, même 15 de France, à l'intérieur du 15 de France. Là, la plupart sont tous en équipe de France. D'accord. Ouais, on sent la vraie fraternité, je trouve. Ah oui, vraiment, bien sûr. Grâce au sport. Exactement, oui, absolument. Et puis pour une cause magnifique quand même. Christelle, alors vous maintenant, votre vie d'aujourd'hui, c'est de continuer à enseigner, hein, c'est de transmettre. Vous faites partie d'une nouvelle formation, l'élite du ski français, à l'intérieur de l'école de ski français. C'est important aussi un jour de transmettre, d'enseigner ses passions et de retrouver des gens qui ont tout à apprendre de vous, avec votre savoir, c'est votre très important et c'est vrai que lorsqu'on sort de autant d'années d'équipe de France, eh bien, on réfléchit un petit peu à la suite, à ce qu'on a envie de faire et surtout à ce qu'on n'a pas envie de faire. Et pour moi, le ski, ça revenait toujours au milieu et ça reste mon unique passion. Donc essayer de transformer un petit peu la compétition, à transmettre aux jeunes. Je travaille notamment dans les clubs, dans ma station à Pralou, dans le sud de la France. Et c'est vraiment un objectif d'arriver à transmettre mon expérience, mon vécu, ma passion et le plaisir que j'ai de faire du ski à ces petits gamins. Et également au travers de Élite du ski français, qui est donc une structure qui réunit... C'est se louer un champion au prix fort, c'est normal, n'ayons pas peur de le dire, parce que vous avez une véritable qualité, valeur ajoutée, pendant une journée entière. Maintenant, c'est possible. C'est possible. Au sein de Élite du ski français, on choisit le champion avec lequel on veut passer une petite journée de ski. Donc... voilà, Stéphane, si vous avez envie de passer une petite journée de ski, vous aimez le ski, avec un champion de ski. J'aime bien. Voilà, on va se faire une équipe, on va partir avec vous, Christelle. Quelques mots aussi sur le bénéfice que vous avez retiré de votre action avec Étoile des Neiges. Alors Étoile des Neiges, c'est vraiment, ça me tient à cœur énormément parce que c'est au départ une toute petite structure, association qui est partie de Olivia, cette jeune ado qui était atteinte de mucoviscidose. Alors on connaît un petit peu plus ces derniers temps malheureusement la mucoviscidose au travers malheureusement du décès de Grégory Le Marchal. Et la mucoviscidose, c'est donc une infection des poumons, on connaît un petit peu cette maladie. C'est un effort permanent pour ces enfants que de respirer, juste ça. Donc au sein de l'association, on essaye de leur véhiculer un petit peu le sport, le ski également, mais pas que le ski, le sport, la respiration, essayer de prendre un tout petit peu goût à l'effort, à chacun leur niveau, bien évidemment. Il faut savoir que ne serait-ce qu'aller marcher 10 minutes en montagne pour certains, ça pouvait être quelque chose d'inaccessible et on y arrive. Moi j'ai des souvenirs de ces stages de ski, mais vraiment j'en ai plein la tête. C'est fabuleux. J'ai suivi des enfants en leur portant le petit caisson d'oxygène parce qu'il y en a malheureusement qui sont oxygénés en permanence. C'est des après-midi entières ensuite de repos, de rééducation. Ils sont vraiment contraints. Et vous restez près d'eux, c'est important de poursuivre. Alors voilà, pendant ces stages, on fonctionne en binôme en fait. C'est pas forcément un champion, c'est un sportif qui accompagne pendant tout le séjour un enfant et on est auprès d'eux, on dort avec eux dans la chambre. Donc vraiment, on apprend à vivre leur quotidien, on apprend la maladie et nous on essaye un petit peu de leur donner une petite bouffée d'oxygène. Stéphane, un mot sur la transmission, l'importance de cette transmission. Entre autres activités, vous continuez bien sûr à animer des stages de cyclisme et puis vous avez un grand garçon qui fait du cyclisme, vous avez dû lui transmettre aussi des valeurs. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur cette valeur ajoutée du grand champion? Je pense qu'on a ce qu'on a aujourd'hui grâce au sport. Un jour, quelqu'un m'a dit que banal, c'est qu'une femme, son mari faisait du vélo
Et puis moi, j'ai joué au football, mais j'étais un gardien de but. Et puis, j'ai vécu dans un lotissement. Il y avait un terrain de foot au milieu. Elle passait devant le but et dit, mais Stéphane, t'aimes le vélo? Je dis, oui. Il y a un club qui va démarrer mercredi prochain, va. Et je suis là maintenant grâce à ça. Donc il faut vraiment, ça tient à pas grand-chose. Oui, il n'y a pas grand-chose, mais il faut écouter ce qu'on nous apporte. Et ensuite, bien sûr, peut-être l'enjeu, c'est peut-être aussi d'aller motiver des jeunes. On est à la fin de cette émission. Marc, à la veille de ce rendez-vous important pour vous, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour demain et puis pour la suite des événements en 2008? De la santé, je crois, on en a beaucoup parlé au cours de cette émission aussi, donc de la santé, pas tellement pour moi, j'en ai moins besoin que d'autres. Mais en tout cas, vous allez courir à droite et à gauche. Nous, à nos enfants, n'est-ce pas Stéphane, et puis à mes joueurs. Voilà, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup d'être venus. Merci mesdames, merci messieurs. Alors je vous donne rendez-vous également, une info à la fin du mois. Vous savez que tous les mois j'anime l'émission Bouge de là, le rendez-vous, le magazine de l'emploi coproduit par la NPE de Direct 8. Eh bien nous allons parler de la reconversion des sportifs de haut niveau. C'est important non plus de ne pas la rater, de la réussir, à l'image un peu de ces personnalités sur ce plateau. Mais c'est pas forcément toujours très facile. Très bonne fin de journée sur Direct 8 et à la prochaine fois. Ciao.